conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le moment mérite des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Au programme de la présente cérémonie, nous suivrons respectivement les allocutions suivantes, celle de M. Ibrahim Tiaou, secrétaire exécutif de la Convention, Mme Ndou Oumarou, porte-parole des peuples autochtones, celle de Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, de Patricia Combo, représentante des jeunes, de Abdullah Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Enfin, l'adresse d'ouverture de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec votre permission, Excellence, nous allons inviter à la tribune pour son allocution M. Ibrahim Tiaou, secrétaire exécutif de la Convention. Merci. Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Messieurs les chefs d'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellence, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, honorables invités, à vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Avec la permission du président Ouattara, je vous dis Akwaba, bienvenue à Abidjan. De San Pedro à Korogo, de Mans à Bunduku, de Abouasso à Odjene, la Côte d'Ivoire dispose de ce magnétisme extraordinaire, cette hospitalité exceptionnelle qui explique pourquoi ce pays attire tant de talents et de touristes. Akwaba, au pays de la plus grande basilique au monde, au pays des mystérieux ponts de lianes dont on attribue la construction au génie de la forêt. Akwaba, au pays des diversités culturelles et cultuelles dans l'unicité. Au pays de l'inclusion dont on admire la tolérance et le vivre ensemble, ancré dans la culture de la parenté à plaisanterie. Peu importe qu'on l'appelle Tukpe, Sanakuya ou Rakire, cette tradition remontant pourtant à 1235 décrispe les tensions entre communautés et caractérise la tolérance, la diplomatie et la réconciliation sociale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un traité universel fort de 197 parties. Au cœur des préoccupations de cet accord de la génération de Rio s'opposent les problématiques de la sécheresse et de la dégradation des terres. Les cycles de sécheresse sont observés depuis des siècles. Cependant, les fréquences et intensités notées ces dernières années ont une corrélation désormais avérée avec le changement climatique. La sécheresse a ceci de vicieux qu'elle érode l'économie et désagrège les sociétés. La sécheresse n'est pas seulement un déficit pluviométrique. La sécheresse porte un visage humain affectant les plus vulnérables, y compris les éleveurs et les petits producteurs, les femmes et les enfants. Lorsqu'elle se manifeste sous forme de feux de brousse ou de feux de forêt, la sécheresse laisse des traces indélébiles. La nature est défigurée. Aucune région au monde, aucun pays n'est immunisé contre la sécheresse. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. On le sait trop bien maintenant. Lorsque survient une épidémie, les sujets immunodéficitaires demeurent les plus vulnérables au virus. Par analogie, les pays les plus démunis sont toujours
les plus vulnérables aux sécheresses. Quant à la dégradation des terres, nos études les plus récentes ont révélé qu'un habitant sur 2 dans le monde est affecté par la perte de la productivité des terres. Jusqu'à 40% de la superficie du globe connaît une forme de dégradation des milieux terrestres. Les risques économiques sont sévères. Jusqu'à la moitié du PIB mondial pourrait être affecté à long terme. Au-delà, nos études ont aussi démontré que les pertes de terres fertiles entraînent des conséquences sur la santé humaine. La perte des terres productives amplifie les migrations. Elle provoque pauvreté, troubles sociaux et insécurité. La dégradation des terres émet du carbone, exacerbe le changement climatique et la perte de la biodiversité. Enfin, les pertes de terres productives exacerbent les inégalités, les petits producteurs étant étouffés économiquement et socialement. Les femmes rurales productives sont généralement reléguées en bout de chaîne. Elles sont souvent dépossédées des petits lopins de terre où elles étaient pourtant confinées. Nos études ont révélé que, même en ce XXIe siècle, les femmes sont privées de l'héritage de leurs époux décédés dans plus de 100 pays dans le monde. Excellence, il est maintenant bien établi qu'un leader qui perd ses terres productives est assimilable à un pilote qui connaît une soudaine perte d'altitude, voire une perte de contrôle de son aéronef. C'est à ce titre que nous saluons vivement la présence dans cette conférence de chefs d'État et de gouvernement qui saisissent toute la centralité de ces questions. La gestion des terres concerne autant l'agriculture que l'économie, la sécurité que l'environnement, la diplomatie que l'administration territoriale, autant la forêt que la recherche scientifique, autant la société civile que les communautés rurales. La terre nous nourrit, la terre nous vêtit, elle nous fournit l'eau que nous buvons, autant que l'air que nous respirons. De la santé de nos sols dépend notre économie, ainsi que notre propre santé. Mais il y a espoir. Et vous permettrez que je puisse conclure par ce point. La dégradation des terres n'est pas une fatalité. La réparation est possible. En effet, la restauration des terres dégradées est réalisable parfois à moindre coût. Investir dans la réparation des terres dégradées est donc économiquement rentable, techniquement faisable, socialement souhaitable et bien entendu écologiquement profitable. Chaque unité monétaire investie dans la restauration des terres peut générer jusqu'à 30 fois sa valeur. Au niveau mondial, jusqu'à 50 points du PIB pourraient être gagnés d'ici 2050, pourvu qu'on prenne le virage maintenant et de manière décisive. Une sagesse africaine ne dit-elle pas, quand la tête est là, le genou ne doit pas prétendre porter le bonnet. Je vous remercie. Merci à vous pour cette allocution. Excellence, nous poursuivons la série des allocutions et nous invitons à la tribune Madame Ndou Oumarou, porte-parole des peuples autochtones. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a 30 ans que la Convention est créée. En 30 ans, c'est à peine le temps d'un arbre de devenir adulte. Mais en 30 ans, l'Afrique a changé de visage. L'Afrique a pris 1,5 degré de réchauffement dans plusieurs régions. Et cela a eu des conséquences graves. La dégradation des terres, la désertification et aussi la migration, l'insécurité alimentaire, ainsi de suite. Mais en 30 ans, nos communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles se sont battues avec les armes qu'elles avaient en main. Et c'est ça le combat des peuples autochtones autour de toutes les régions du monde, et particulièrement en Afrique.
Les femmes et les hommes ont utilisé les connaissances et les savoirs traditionnels. Ils ont bâti des armes pour nourrir des communautés, pour nourrir des enfants, des femmes, des hommes qui ont pu permettre à l'Afrique de prospérer. Mais nous ne pouvons pas le faire comme ça et nous ne continuons pas à le faire juste toutes seules. Raison pour laquelle il est très important d'être concret, de passer dans les projets de mise en œuvre. On ne peut pas continuer à parler de l'importance que les communautés représentent sur la protection de l'environnement. Mais on doit les aider à cette mise en œuvre. Nous avons eu des projets au niveau communautaire qui ont permis aux femmes d'avoir les droits fonciers. Et ces petites communautés ont pu transformer tout leur environnement en nourriture pour leur communauté, en protection des arbres, des plantes et en restauration de la biodiversité. Et nous avons besoin de ces petits exemples qui vont être à grande échelle. Et pour cela, nous avons besoin de vous qui êtes ici. Nous avons besoin des chefs d'État, des ministres, mais aussi du secteur privé, de la société civile, mais aussi de ma grand-mère et de mon grand-père, de mes cousines qui ne sont pas allées à l'école, mais qui peuvent observer juste la nature pour vous dire qu'il va pleuvoir ou pas, ou bien pour se déplacer avec leurs animaux d'un endroit à un autre. Et combiner ces savoirs traditionnels autochtones à la science que nous avons nous permettra de lutter contre les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et bien sûr stopper la désertification. Mesdames et messieurs, maintenant c'est le temps des actions concrètes comme je vous l'ai dit. Et Covid nous a permis de le savoir. Dans tout le monde entier avec les guerres qui se passent, sanitaires ou politiques. Nous avons plus que jamais besoin de la sécurité alimentaire et nous ne pouvons pas les trouver sans investir sur les sols. Et nous avons cette potentialité. Donc je vous appelle aujourd'hui, en sortant de cette COP, après ces 30 ans, donnons l'espoir de restaurer nos écosystèmes à tout le monde. Et laissons tout le monde participer, les femmes, les hommes et les peuples autochtones. Nous sommes prêts à être avec vous dans ces combats. Et nous avons nos savoirs traditionnels qui pourront vous aider à partir de là jusqu'à la prospérité de notre planète et la prospérité de nos terres. Je vous remercie. Merci, Madame Hindou Maro, porte-parole des peuples autochtones. Nous vous prions, Mesdames et Messieurs, d'accueillir à cette tribune à présent Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Your Excellency, President Al-Hassan Ouattara, Excellencies, Heads of State and Government, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs les ministres, je salue également notre fille Hindou ainsi que notre fille Patricia. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette COP15 sur la désertification. Nous allons mettre l'accent sur les sécheresses et sur la restauration des terres. Je remercie le président, le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette conférence essentielle. Nous nous réunissons à un moment charnière. Tous les gouvernements à travers le monde sont sous une forte pression en raison de plusieurs crises, la crise climatique, la crise sanitaire ainsi que la guerre en Ukraine. Il y a très peu de solidarité envers les pays en développement. La pandémie a coûté quelques 12 000 milliards de dollars des États-Unis. La crise ukrainienne a un impact considérable sur l'alimentation. 1,7 milliard de personnes à travers la planète sont touchées. La Corne de l'Afrique fait l'expérience de la pire sécheresse depuis 40 ans. Des millions d'enfants sont gravement menacés. Il y a des canicules dans toute l'Asie du Sud-Est qui montrent qu'il en va de notre
notre survie même. Et les inondations en Afrique du Sud montrent que nous avons atteint les limites de notre planète. Toutes ces crises sont liées. Cela nous rappelle pourquoi nous nous sommes réunis en 2015 pour prendre un engagement pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable ainsi que les accords de Paris. Nous devons honorer ces promesses. Pour ce faire, nous avons besoin d'investissements à grande échelle. Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a péril en la demeure. Nous devons venir en aide aux pays qui en ont le plus besoin. Toute cette aide peut avoir un impact, peut nous permettre de façonner un avenir plus durable pour tous. Nous devons investir pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. Ce sont des investissements extrêmement utiles. La moitié du PIB du monde, la moitié de l'approvisionnement en grains dépend de notre capacité à lutter contre la dégradation des terres. Et plutôt, au lieu d'investir dans des solutions, le monde aujourd'hui ne fait qu'accélérer la dégradation des terres. Nous ne faisons qu'empirer les choses. Un rapport a récemment été publié par la Convention de l'ONU pour la lutte contre la désertification. Ce rapport montre que notre approche actuelle pour ce qui est de la gestion des terres signifie que 45 000 milliards de dollars sont menacés. La Banque mondiale estime que les prix alimentaires vont rester très élevés pendant 3 ans. Le secrétaire général a mobilisé toute la communauté internationale afin que nous puissions conjuguer nos forces grâce à un groupe qui a été mis sur pied pour essayer d'améliorer la situation, notamment financière, et la situation concernant les prix de l'alimentation. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous arrivons bientôt à mi-parcours des ODD. Les ODD continue de constituer notre meilleur espoir. Nous devons faire fond sur le sol que nous foulons quotidiennement. Nous devons restaurer la terre. Il en va des ODD. Tous les pays sont concernés ainsi que toutes les populations. Excellences, mesdames et messieurs, selon les estimations, la restauration des terres pourrait générer jusqu'à 140 milliards de dollars par an. Par ailleurs, il suffit de dépenser un quart des sommes actuellement dépensées pour subventionner les énergies fossiles. Tous les dollars investis dans la restauration des terres peuvent générer jusqu'à 40 dollars. Nous sommes face à un choix. Soit nous tirons pleinement parti de la restauration des terres aujourd'hui, ou bien nous continuons à nous engager sur cette voie désastreuse qui a provoqué la crise climatique, la crise de la biodiversité, ainsi que la crise de la pollution. Je souhaiterais illustrer mon propos avec des exemples concrets. Nous pouvons dépenser 2 000 milliards de dollars par an pour réagir aux pandémies futures, ou bien nous pouvons ne dépenser qu'1% de cette somme aujourd'hui pour les tuer dans l'œuf. Nous pouvons utiliser 80% des terres arables pour produire 20% des calories avec l'élevage, ou nous pouvons utiliser les mêmes terres arables pour subvenir à 100% des besoins caloriques de la population. Nous pouvons continuer de dégrader des terres qui sont équivalents à un continent où nous pouvons essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Excellences, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que nous progressons en termes de restauration des terres. Donc le G20 s'est engagé à interrompre la dégradation des terres d'ici à 2040 et à restaurer un territoire qui équivaut à la superficie de la Chine ou des États-Unis. Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a 2 accélérateurs dans notre région. La Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte concerne notamment la région du lac Tchad, qui se trouve au nord d'Abidjan. Des millions d'hectares ont déjà été restaurés, des millions d'emplois ont été créés. Néanmoins, nous devons créer des dizaines de millions d'emplois. C'est notre objectif et nous comptons l'atteindre. Et nous devons notamment venir en aide à la population du Sahel et les peuples autochtones. Cette grande muraille va nous permettre d'atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux sous la houlette du président du Nigeria. Nous devons joindre le geste à la parole. Nous devons transformer les choses, transformer le système agricole et alimentaire. Nous devons prendre des réformes en profondeur pour créer des emplois, pour équiper les employés des capacités dont ils ont besoin afin de créer une économie qui repose sur la restauration des terres. Les femmes, les filles sont au cœur de cette économie de la restauration des terres. Or, ces filles et ces femmes continuent d'être marginalisées. Elles paient le prix fort pour ce qui est de la perte des terres, de la pandémie et des conflits. Il y a donc les inégalités entre les hommes et les femmes ont été exacerbées
Nous savons que les femmes passent beaucoup de temps tous les jours à collecter de l'eau, à cultiver la terre et pourtant elles n'ont pas accès aux titres fonciers et au financement. Et cela a un impact sur toute la jeunesse. Nous devons éliminer tous ces obstacles. Nous devons permettre aux femmes de posséder la terre. Cela va changer les choses pour ce qui est de la restauration des terres. C'est essentiel pour l'agenda 2030 et pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives vont dans le bon sens. Il y a notamment une initiative qui permet d'augmenter les revenus des femmes, de réduire les tensions et les conflits sociaux. J'en ai été témoin directement hier dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Excellences, mesdames et messieurs, le changement climatique, la Covid, le conflit ne font qu'exacerber les crises. Nous avons besoin d'une gestion des terres durable pour nous permettre de reconstruire nos économies et de faire sortir de la pauvreté des millions de personnes. Nous devons lutter contre toutes ces crises et pour ce faire, nous avons besoin de solutions qui créent des cercles vertueux. Cette conférence essentielle est une opportunité en or pour rebâtir nos économies depuis le début. Nous devons honorer nos engagements et nos promesses afin de changer sensiblement la vie des populations. Les ODD constituent une boussole. Nous devons commencer dès à présent. Je compte sur vous et j'appelle instamment tous les États présents dans la salle de nous aider. En guise de conclusion, je souhaiterais vous remercier. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui et comme l'a dit le secrétaire général, nous devons faire la paix avec la nature. C'est la tâche essentielle du XXIe siècle. Je sais que vous allez continuer de travailler afin que cette COP soit couronnée de succès, afin que nous puissions restaurer les terres et bâtir une société paisible et durable. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Nous invitons pour son allocution Madame Patricia Combo, qui est la représentante des jeunes, que je vous prie d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Good morning, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. My name is Patricia Combo, a United Nations Convention to Combat Certification Land Area from Kenya. I am a rural farmer. Je suis agricultrice dans un milieu rural. Et pour ce qui est de la production agricole, je peux vous dire que la nourriture ne vient pas des restaurants ou des chauffeurs Uber. Elle vient des fermes, des exploitations agricoles. La nourriture, on l'obtient grâce à un dur travail, le travail des agriculteurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont également des agriculteurs. Pour ce qui est des jeunes présents aujourd'hui, les jeunes peuvent témoigner du fait que la dégradation des terres a un impact sur nos modes de vie. Nous pouvons dire que les paysages ont changé de couleur. Ils étaient verts, aujourd'hui ils sont jaunes, voire marrons. La terre auparavant était un atout essentiel. Ce que l'on pouvait hériter de nos parents et transmettre à nos jeunes. Aujourd'hui, c'est une ressource dégradée. Certaines générations ne pourront plus l'utiliser. Cela ne permet plus de générer des revenus pour nous, les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes embarquent à bord de bateaux dans des conditions déplorables. Ils essaient de traverser la Méditerranée en raison de la dégradation des terres. Et ces jeunes recherchent des perspectives plus radieuses. Il est triste de voir que les jeunes ne peuvent pas bénéficier de ces terres pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. En Afrique, la population est très jeune, plus jeune que n'importe où ailleurs. Je suis convaincu que les jeunes sont un atout précieux. Vous devez les utiliser à bon escient, mesdames et messieurs. C'est ainsi que nous pourrons transformer notre système et que nous pourrons rendre notre vie plus productive. C'est ainsi que l'Afrique pourra nourrir la population mondiale. Mais vous devez nous mettre au cœur de la mise en œuvre de vos politiques. Vous devez nous donner la possibilité de restaurer les terres. Vous devez
nous donner la possibilité d'avoir voix au chapitre. Aujourd'hui, je représente les jeunes et nous vous demandons de nous aider à passer de la rareté à la prospérité. Vous devez nous aider à bâtir un environnement durable et créer des emplois grâce aux terres pour les jeunes, car les systèmes alimentaires reposent sur les jeunes dans la plupart des pays en développement, et notamment les pays africains. Excellences, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes réunis aujourd'hui car vous pensez que la terre, c'est le socle de la survie de l'humanité. Vous en êtes convaincus. C'est la terre qui nous nourrit. Notre prospérité repose sur nos terres. Aujourd'hui, au nom des jeunes, je vous demande d'agir. Nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo. Les rapports mondiaux montrent que si nous échouons à agir, nous allons perdre encore plus de vie. L'humanité est arrivée à un moment charnière. Nous sommes aujourd'hui tous réunis autour de cette table et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de la restauration des terres. Et les jeunes ont les yeux rivés sur vous. Il vous incombe d'agir. Si les chefs d'État et de gouvernement réunis aujourd'hui restent les bras croisés, personne parmi les jeunes, parmi les générations futures ne vous le pardonnera. Si vous échouez à agir et à engager ce processus de restauration, vous devez agir à l'unisson. Si vous êtes convaincu du fait que c'est la terre qui vous nourrit, eh bien, je vous encourage à accepter le fait qu'ensemble, nous devons agir pour la restauration des terres. C'est ainsi que nous pourrons transmettre un héritage, que nous pourrons protéger l'avenir des générations futures. La terre, la vie, l'héritage, de la rareté à la prospérité. Je vous remercie. Merci à Patricia Combo, représentante des jeunes. Nous allons inviter à sa suite pour son allocution M. Abdullah Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tout aussi chaleureusement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. His Excellency President Alassane Ouattara, Ouattara, distinguished heads of states and heads of government, Excellency Amina Mohammed, United Nations Deputy Secretary General, His Excellency Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of the UNCCD, Excellencies, distinguished friends, ladies and gentlemen. It is an honor for me to participate at the heads of à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la 15e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Je remercie le président Ouattara d'avoir organisé ce sommet et d'avoir pris l'initiative de présenter l'initiative d'Abidjan. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: la terre, la vie, l'héritage, de la rareté à la prospérité. Ce sommet est une enceinte clé pour réfléchir sur des questions essentielles qui ont un impact sur le bien-être des populations, sur leurs moyens de subsistance et sur l'environnement. Grâce à ce sommet, nous souhaitons réaliser l'ODD 15.3 du programme de développement durable à l'horizon 2030, qui vise à combattre la désertification, à restaurer les terres et les sols dégradés, notamment les terres qui sont touchées par la désertification, par les inondations et les sécheresses. Les terres productives sont essentielles pour la sécurité alimentaire mondiale et pour la santé des écosystèmes. C'est également essentiel pour le maintien des moyens de subsistance. C'est une condition sine qua non si nous souhaitons réaliser le programme de développement à l'horizon 2030. Si nous souhaitons progresser dans la mise en œuvre des conventions de Rio sur la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, c'est essentiel si nous souhaitons combattre la pollution terrestre et marine. Excellences, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la dégradation des terres sape le bien-être de quelques 3,2 milliards de personnes. L'utilisation non durable des terres, les mauvaises pratiques agricoles et de gestion des terres font partie des principales causes de la désertification, de la dégradation des terres et des sécheresses. Nous en sommes en très bonne partie responsables, étant donné que l'activité humaine a une influence directe sur 70% des terres de notre planète.
Nous devons renverser la tendance. C'est essentiel si nous souhaitons agir contre le changement climatique et pour la biodiversité. C'est tout particulièrement important pour les communautés vulnérables qui vivent dans les pays les moins avancés, dans les pays enclavés en développement et dans les petits États insulaires en développement. Il n'y a pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas laisser notre relation avec Mère Nature se détériorer plus avant jusqu'à parvenir à un point de non-retour. Après 2 ans après le début de la pandémie, nous n'avons toujours pas tourné la page de la pandémie. Nous devons réfléchir à notre relation avec la nature. C'est essentiel si nous souhaitons prévenir les pandémies futures et si nous souhaitons éviter l'émergence de nouvelles maladies. Mesdames et messieurs, nous devons restaurer les terres dégradées, nous devons mettre en œuvre des pratiques durables. Cela nous permettra d'avoir des moyens de subsistance plus durables, de combattre la pauvreté, d'améliorer la sécurité hydrique et alimentaire. Cela nous permettra d'émanciper les femmes et les filles qui doivent aujourd'hui passer des heures à chercher de l'eau. En effet, les terres restaurées ont une meilleure rétention de l'eau. Et cela nous permet également d'alimenter les nappes souterraines. Excellence, les nappes phréatiques. Excellence, mesdames et messieurs, nous devons donc lutter contre le changement climatique. Le reboisement et la restauration des terres font partie des stratégies les plus efficaces pour réduire de façon significative les émissions de carbone. Cela va nous permettre d'établir des passerelles entre les contributions déterminées au niveau national et les objectifs contenus dans l'accord de Paris. Nous devons restaurer les terres dégradées au niveau mondial. C'est ainsi que nous pourrons séquestrer quelques 3 milliards de tonnes de carbone tous les ans. Cela va nous permettre de compenser quelques 10% des émissions aujourd'hui émises en raison de l'énergie au niveau mondial. Nous devons donc agir pour éviter la dégradation des terres. Cela nous permettra notamment de faciliter les mesures d'atténuation climatique qui visent à contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius d'ici à 2030. Je suis encouragé par la proclamation de l'Assemblée générale, eu égard à la décennie sur la restauration des écosystèmes, ainsi que par les initiatives mondiales et régionales croissantes qui visent à restaurer les terres dégradées. Nous devons faire fond sur ce dynamisme et dans le même esprit, nous devons mobiliser et mettre en œuvre des politiques de lutte contre les sécheresses pour remédier au problème de la rareté, au problème du stress hydrique. Nous devons améliorer la préparation face aux sécheresses. Nous devons mettre sur pied des systèmes d'alerte précoce pour ne pas être pris au dépourvu. Et nous devons également mettre en œuvre des projets de recherche axés sur des données factuelles. Nous devons partager les meilleures pratiques. Nous devons faire fond sur les connaissances traditionnelles. Nous devons tirer pleinement parti d'initiatives couronnées de succès telles que la grande muraille verte africaine qui vise à restaurer les systèmes naturels de la région. Comment? Eh bien, grâce à la mobilisation des ressources de développement de la terre, en protégeant notre patrimoine rural, en améliorant les conditions de vie pour les populations locales, tout cela va bénéficier à la communauté mondiale. Excellence, mesdames et messieurs, d'ici à la fin de ce sommet extrêmement important, nous devons prendre l'engagement de restaurer les terres et d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. Nous devons faire fond sur les engagements et l'initiative prises lors du sommet sur la biodiversité, lors de la COP26 et lors du sommet sur les systèmes alimentaire qui a eu lieu en 2021. Nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour conserver et protéger la biodiversité, pour maintenir les services écosystémiques. C'est ainsi que nous pourrons garantir la prospérité partagée et le bien-être de la population dans le contexte d'un monde qui respecte l'environnement. Je vous remercie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, les artistes du continent ont décidé d'associer également leur voix pour cette lutte contre la désertification. Excellences, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur la scène Baba Mal, un artiste qui nous vient du Sénégal. Il est célèbre notamment pour avoir joué plusieurs musiques, dont celle du célèbre film Black Panther. Je vous prie de l'accueillir avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît.
manga jibina jam lefol sayidi jama wadat jam sa wadi jam danya jam sa danyi jam dena jam jango jam jibinan ma jam hey lady Mendi lady me no diem nelindo geteno da dovel barode fayi weli nyamde foji weli sikade chakudi ko beydari hirande balle bala maji bali fumi hura balle ko nay nyami tulden nima do kallu lapi bagreje namadi nima ko dañi ko webani rien à faire de courir Hindu il faut partir à point l'homme est un apprenti la douleur est son maître et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Dans la conduite de la vie, l'essentiel est de connaître sa direction et de savoir s'y tenir. La terre nous appelle, le monde nous appelle, la terre nous appelle, la jeunesse nous appelle, le futur nous appelle. Salam alaikum. L'illustre Baba Mal avec des ovations bien nourries. Merci infiniment Baba, merci beaucoup. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, il accueille ce sommet avec honneur et fierté, avec enthousiasme aussi. Je vous prie d'accueillir pour le discours d'ouverture de cette rencontre, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Ça va, Excellence? Ça va bien, Excellence. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Tarja Halonen, ancienne présidente de la République de Finlande, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame la vice-secrétaire générale des Nations unies, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des organes et institutions spécialisées de l'ONU, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, en particulier Madame Hindou Oumarou et Madame Patricia Kumbo, merci pour vos interventions. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé dans le cadre de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ou COP 15. Je souhaite à chacune et à chacun de vous la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, comme le disait M. Thiao, à Kwaba, à chacune et chacun de vous.
J'exprime mes chaleureux remerciements à mes frères chefs d'État qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important pour l'avenir de notre continent. Et je voudrais dire, chers frères, merci pour votre présence et je suis particulièrement honoré de vous accueillir en terre ivoirienne aujourd'hui. Mes remerciements vont aussi à... Je dois ajouter que Madame Mohamed, ma sœur Amina, doit être un peu déçue qu'il n'y ait pas de femme parmi les chefs d'État présents, mais ce sera pour la prochaine fois. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des chefs d'État qui participent à ce sommet présidentiel en visioconférence. Et je voudrais saluer tout particulièrement M. Abdullah Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre sœur Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations unies, et Ibrahim Chao, secrétaire général de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, pour le remarquable travail d'alerte, de plaidoyer et de mobilisation réalisé par les Nations unies, dépositaires de la Convention sur la désertification. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos travaux se tiennent en amont de la COP 15 que la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce lundi 9 mai jusqu'au 20 mai 2022. Ces travaux suscitent de grands espoirs au sein de nos populations qui attendent beaucoup de nous, notamment au regard du thème de cette COP 15 qui s'intitule « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère ». En effet, selon les données disponibles, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. À cet égard, je voudrais saluer le leadership de mon frère, le président Mouhamadou Bouhari, à la tête du projet de la muraille verte, dont l'objectif est de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées en Afrique sur une bande de 8000 km au sud du Sahara. Merci, chers frères, d'avoir accepté de superviser cette responsabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Il se tient également à un moment où nos économies sont fragilisées par les impacts de la Covid-19 et subissent de plein fouet les effets du drame qui se joue en Ukraine, avec son lot, bien sûr, de personnes tuées, de hausse des prix, des denrées alimentaires et de l'énergie. Concernant mon pays, je voudrais dire que l'impact des phénomènes climatiques sur les terres se pose avec acuité en Côte d'Ivoire.
En effet, la désertification et la sécheresse touchent 60% du territoire national et 90% de sa partie septentrionale et bouleverse profondément les secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie socle de l'économie nationale. On a toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays agricole et ceci indique quels sont nos défis. Ces fléaux constituent également une menace pour notre sécurité énergétique et sanitaire et à long terme pour la paix. En effet, la désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Il est également essentiel d'accélérer la mise en œuvre des décisions majeures de l'accord de Paris sur le climat. À cet égard, je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Fonds monétaire international pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Sur cette base, je voudrais inviter les pays donateurs, dans un élan de solidarité internationale, à contribuer financièrement à ce fonds fiduciaire du FMI, ainsi qu'au Fonds vert climat des Nations Unies et le Fonds pour l'environnement mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre sommet doit être celui de l'espoir, comme je l'ai dit tout au début, et de la mobilisation collective des États et des partenaires au développement en faveur des initiatives de restauration des terres et de reconstitution du patrimoine forestier de nos pays. Nous devons utiliser toutes les ressources de nos conventions pour répondre aux besoins alimentaires et faire face au stress hydrique toujours croissant d'une population mondiale en constante augmentation qui atteindra 9,7 milliards d'individus en 2050. Cet accroissement de la population, notamment en Afrique, va exercer une pression additionnelle sur les ressources naturelles telles que les terres, les forêts et les sources d'eau. Dans ce contexte, je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle des États parties, des communautés économiques régionales africaines et de l'Union africaine autour des objectifs et des ambitions portés par notre Convention. Toutefois, il faut aujourd'hui aller plus loin et mobiliser de nouveaux partenaires, à savoir des entreprises du secteur privé impliquées dans les chaînes de valeur des produits agricoles. En effet, selon des études réalisées par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, chaque dollar investi dans la restauration des terres peut générer entre 7 et 30 dollars américains. Ainsi, pour le secteur privé, investir dans la restauration des écosystèmes est une opération gagnante. C'est en cela que j'ai convié à notre sommet certains grands groupes privés présents en Côte d'Ivoire afin de les inciter à investir dans la restauration des écosystèmes. Je voudrais d'ailleurs les remercier ici pour leur présence. Merci, Mesdames, Messieurs, d'être à nos côtés.
En Côte d'Ivoire, la superficie forestière qui représentait 16 millions d'hectares dans les années 1900 n'était plus que de 2,9 millions d'hectares en 2021, donc une baisse de 80%. Au rythme actuel, celle-ci pourrait disparaître entièrement à l'horizon 2050 si rien n'est fait. Face à ces défis majeurs, une nouvelle politique forestière ainsi que sa stratégie de mise en œuvre ont été adoptées en vue du renouvellement de 3 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2030 pour un montant de 616 milliards de francs CFA, soit environ 1,1 milliard de dollars américains. Cette stratégie fait la promotion de l'agroforesterie et fait appel au secteur privé pour la reconstitution du couvert forestier. Le ministre de l'Environnement vous en dira un peu plus à l'occasion de nos échanges. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme,